Bonjour, bienvenue à cette correction du concours blanc 2024 organisé par le Centre AVS. On espère pour tout le monde de très grandes chances pour passer le concours d'accès à la faculté de médecine, à la médecine dentaire et à la pharmacie. Pour l'instant, on va d'abord décrire le déroulement de l'épreuve. Vous avez une durée globale de 2 heures pour passer 4 composantes. La première composante, c'est l'épreuve de la biologie. C'est de la question numéro 1 à la question numéro 14. La composante numéro 2, c'est l'épreuve de physique. C'est de la question 15 à la question 28. La composante 3, c'est l'épreuve de chimie. De la question 29 à la question 42. Et enfin, la composante 4, c'est l'épreuve de maths. C'est de la question 43 à la question 56. Vous avez donc remarqué que chaque composante comporte 14 questions et chaque question comporte un seul et unique choix, c'est-à-dire c'est un QCU. Les questions seront notées selon une pondération allant de 1 à 3, ce qui veut dire il y aura des questions dont les réponses sont notées sur 1 point, d'autres sur 2 points et une troisième catégorie sur 3 points. L'utilisation de la calculatrice n'est pas permise. Alors, on va commencer d'abord par la question numéro 1 pour l'épreuve de biologie. Question numéro 1. Lors de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique, la réaction suivante ADP plus PI donne ATP s'effectue si le pH de la matrice est égal à celui de l'espace intermembranaire. Vous savez que c'est une réaction qui considère le travail de l'ATP synthétase, l'activité de l'ATP synthétase, c'est-à-dire au cours de la phosphorylation oxydative. Pour que la phosphorylation de l'ADP ait lieu pendant cette étape-là, il est indispensable que le pH de la matrice soit supérieur à celui de l'espace intermembranaire, étant donné que la concentration H+, à ce niveau-là, est inférieure à celle de l'espace intermembranaire. Et donc, cette proposition A est fausse. Pour la deuxième proposition B, il y a production de l'ATP si on ajoute des mitochondries à un milieu contenant FADH2 plus ADP plus PI. Bon, si on a la mitochondrie, il y aura, et bien sûr avec le métabolite, avec l'oxygène, on peut avoir toutes les oxydations respiratoires, et donc ce n'est pas obligatoire d'avoir ces conditions pour effectuer la synthèse de l'ATP. La glycolyse s'effectue dans la matrice, non, elle s'effectue dans le hyaloplasme, c'est-à-dire dans le cytosol, donc C est fausse. La glycolyse s'effectue uniquement chez les cellules animales, non, elle s'effectue également chez les cellules végétales, c'est-à-dire chez toutes les cellules eucaryotes, donc c'est faux. Au cours de la phosphorylation oxydative, les électrons affluent vers l'oxygène. Oui, effectivement, dès que les cofacteurs réduits, par exemple NADH, H+, perdent leurs électrons et leurs protons, les électrons vont affluer vers l'oxygène en passant par la chaîne respiratoire où ils vont libérer leur énergie. Et donc, c'est une proposition vraie. Question numéro 2. Il y a une série d'informations. On va commencer d'abord par où ont été réalisées les deux coupes. Les deux coupes A et B, les figures A et B, correspondent à une coupe au niveau du quadriceps de 2 athlètes, un sprinter et un marathonien. Donc, il y a aussi la précision que il y a une technique qui a été réalisée qui permet de déterminer la teneur en enzyme F. L'enzyme F permet la transformation de l'acide pyruvique en acide lactique. La technique visualise l'enzyme F en noir. Et donc, si on exploite cette donnée, on va s'apercevoir que chez les sprinters, il y a plus de fibres riches en enzyme F que de fibres pauvres en enzyme F. Et donc, on va en déduire que ce sont des fibres qui réalisent la fermentation lactique. Et donc, ce sont des fibres qui ont majoritairement l'anaérobie, la voie anaérobie lactique. Et donc, on va en déduire que ce sont des fibres
puisqu'elles sont majoritairement anaérobies, et donc le sprinter n'aura pas de réaction d'aérobiose, et donc il aura moins de capillarisation, moins de myoglobine pour stocker l'oxygène, et il aura moins de mitochondries, et donc un sprinter aura plus de fibres de type 2 que de fibres de type 1. Et maintenant, pour aller choisir parmi les propositions, en se basant sur ces données, on peut dire que les cellules des sprinters ont une plus forte teneur en enzyme F, on vient de le montrer, c'est vrai. Elles sont plus riches en fibres musculaires de type 2 puisque ce sont des fibres qui adoptent l'anaérobiose. Et donc, c'est une proposition vraie. On va voir comment on a éliminé les autres. Les cellules des sprinters ont une forte teneur en enzyme F, vrai. Elles sont plus riches en fibres musculaires de type 1, c'est faux. Donc, B est fausse. Les cellules des sprinters ont une faible teneur en enzyme F, c'est faux. Ça se contredit avec la coupe. Sont riches en fibres musculaires de type 2. Oui, c'était même pas la peine de continuer puisque là, déjà, la phrase, elle est fausse. La proposition D, les cellules des marathoniens ont une faible teneur en enzyme F. C'est vrai. Sont riches en fibres de type 2. Non, elles sont riches en fibres plus vascularisées, plus riches en mitochondries et plus riches en myoglobine et donc plus de fibres de type 1, alors que la proposition, elle dit ici type 2, donc D est fausse. Les cellules des marathoniens ont une plus forte teneur en enzyme F, oui, riches en fibres musculaires de type 1, c'est faux. Et donc, pour la question numéro 2, c'est la proposition A qui est vraie. Maintenant, question numéro 3. Les figures ci-dessous présentent 5 propositions de la structure de la fourche de réplication de l'ADN. On va essayer d'éliminer les figures l'une après l'autre en se basant sur les critères de la réplication. D'abord, je prends la figure 1. Les deux extrémités ne sont pas complémentaires. Normalement, le bras ancien, il a l'extrémité 3'. Donc, de l'autre côté, il faut avoir le 5'. Et c'est la même remarque de l'autre côté. C'est-à-dire l'autre extrémité de la fourche. Donc, la figure 1 n'est pas vraie. Je passe à la figure 3. Effectivement, l'extrémité en haut, l'extrémité d'en haut, elle a une complémentarité des brins, mais en bas, nous avons le bras ancien, il a un bout 5', alors que le bras néoformé n'a pas de bout complémentaire, et donc la figure 3 est fausse. Pour la figure 4, la partie de la fourche visualisée en haut, elle respecte la complémentarité des brins, c'est-à-dire le bout 3' complémentaire au brin néoformé au niveau de l'extrémité 5'. Mais au niveau de la deuxième partie de la fourche, on constate que les deux brins ne sont pas complémentaires. Il y a aussi une faute au niveau du sens de progression des enzymes. Donc, elle est fausse, la figure 4. La figure 5, nous avons les deux brins ici ne sont pas complémentaires, même si en bas ils sont complémentaires, donc la figure 5 est rejetée. Si je prends maintenant l'extrémité d'en haut de la figure 2, les deux brins sont complémentaires, et j'ai le brin continu, il a une polymérisation qui se fait selon le sens de l'ADN polymérase, donc c'est une polymérisation justifiée continue. Et dans la deuxième partie de la fourche, nous avons le brin, il a un sens 3', 5', donc il a une polymérisation discontinue sous forme de fragments d'Okazaki, et il y a aussi le respect de la complémentarité des brins, et donc la figure 2 est juste. Et donc si je vais vers les choix, c'est la proposition B qui est retenue. Donc question numéro 3, proposition B. Question numéro 4. Un fragment d'ADN présente la séquence des bases azotées suivantes. Nous avons donc en haut, c'est le brin non transcrit, et le brin d'en bas, c'est le brin transcrit, 3' vers 5'. Ce fragment d'ADN code pour la séquence d'acides aminés suivante. Les anticodants de l'ARN T qui correspondent aux acides aminés alanine. Donc ici, nous avons l'alanine 2 fois dans la chaîne.
on va essayer de voir la position de l'alanine dans les deux, la position des triplés qui codent pour l'alanine dans le brin transcrit. Par exemple, l'alanine ici, elle occupe la 8e position. Voici le triplet du brin transcrit qui lui correspond. Et voici le 5e triplet qui code pour l'alanine se trouvant à la 5e position dans la chaîne des acides aminés. Donc, une fois j'ai le brin transcrit, je peux aller vers l'ARN messager. L'ARN messager aura le complémentaire de ces triplets. Donc, GCC pour le 5e triplet et GCA pour le 8e triplet. Et maintenant, pour passer de l'ARN messager à l'ARN de transfert, c'est le complémentaire. Donc, l'ARN de transfert, il comporte les anticodons qui sont demandés dans cette question. On veut les anticodons, donc on veut les triplets de l'ARN T. Et donc, je vais faire le complémentaire de GCCCCGG et CGU. Et donc, si je fais mon choix, j'ai deux propositions où il y a CGU, donc les A, D et E sont éliminés. Et pour trancher entre B et C, on va trancher par le triplet CGG. Donc, CGG se trouve au niveau de la proposition C, et donc B est éliminé. Et donc, les anticodons de l'ARN T qui correspondent aux acides aminés alanine sont CGG, CGU, et donc c'est la proposition C. Question numéro 5. La transgénèse comporte les étapes ci-dessous, sauf déterminer la réponse inexacte. La transgénèse, c'est-à-dire le génie génétique, transformation génétique artificielle. Donc, on va voir comment on va éliminer la proposition inexacte. C'est en... éliminer les propositions exactes pour retenir la proposition inexacte. La sélection des organismes ayant intégré le nouveau gène, effectivement, c'est une étape correcte en génie génétique. L'isolement du gène codant pour une protéine intéressante à partir d'un organisme donneur, c'est vrai. L'amplification contrôlée de la cellule hôte pour cloner le transgène, oui, c'est vrai. L'ouverture du plasmide par une enzyme de restriction, c'est vrai. Donc, si je prends la proposition C, la suppression du matériel génétique d'un organisme receveur, non, on ne supprime pas le matériel génétique, on ne supprime pas l'ADN de la cellule hôte pour faire la transgénèse. Mais on introduit, grâce au plasmide, le gène désiré dans une bactérie ou dans une levure qui a déjà son matériel génétique. Et donc, puisque c'est la proposition fausse, c'est la proposition qu'on va retenir. Dans le cas d'un croisement test avec deux gènes liés, déterminer la réponse exacte. On va aller vers les propositions éliminées. On ne peut obtenir que des individus à phénotype recombiné. Impossible. Parce que si on peut obtenir uniquement deux phénotypes, c'est que je peux obtenir les phénotypes parentaux. Uniquement si il y a le linkage absolu. C'est-à-dire si je prends un mâle hybride de drosophile, s'il est croisé avec une femelle birécessive, je peux obtenir seulement les phénotypes, parentaux. Donc jamais les phénotypes recombinés ne peuvent apparaître sans apparition des phénotypes parentaux. Les individus à phénotype recombiné apparaîtront dans des proportions largement supérieures, c'est tout à fait le contraire. Les individus à phénotype parentaux et les individus à phénotype recombiné apparaîtront dans des proportions presque égales, c'est le cas de gènes indépendants, c'est-à-dire c'est le cas de la vérification de la troisième loi de Mendel, ce qui n'est pas le cas parce que ici, dans le contexte, on précise que les gènes sont liés. Ça veut dire c'est l'exception de la troisième loi de Mendel. Et donc D est également fausse. E, la distance entre les deux gènes est exprimée en fonction du nombre de phénotypes parentaux. Au contraire, ce sont les phénotypes recombinés qui permettent de donner la distance entre les gènes.
Et donc, si je reviens à la proposition 1, les individus à phénotypes parentaux apparaissent dans des proportions largement supérieures par rapport aux individus à phénotypes recombinés. C'est exact pour les gènes liés. Et donc, la question numéro 6, c'est la proposition 1. Maintenant, question numéro 7, nous avons 3 arbres généalogiques G1, G2, G3 qui correspondent à 3 maladies M1, M2 et M3. Donc, il va falloir correspondre à chaque arbre généalogique le mode de transmission de la maladie. On va commencer par la plus facile, G3. Chez G3, on constate que les deux parents sont malades et ils ont des individus sains. Donc, G3 est une maladie dominante. Puisqu'elle est dominante, on va vérifier est-ce qu'elle est autosomale ou gonosomale. Quand une maladie est dominante, un père malade a obligatoirement toutes ses filles malades. Or, ici, le père, il est malade. Pour être lié au sexe, un père malade doit obligatoirement avoir toutes ses filles malades. Et donc, puisque ici, la maladie est dominante et le père malade a donné des filles saines, c'est qu'elle ne peut pas être gonosomale, c'est qu'elle est autosomale. Donc, G3, dominante, autosomale, donc elle correspond à M1. La deuxième maladie qui apparaît dominante dans cet exercice, c'est la G1. Nous avons deux parents malades avec des individus sains. Et donc, G1 est obligatoirement dominante. Donc, si elle est dominante, j'ai un père malade dont une fille est malade, et puisque c'est le seul choix qui me reste, et donc, c'est une maladie, alors dominante, liée au chromosome sexuel X, et donc c'est M2. Donc, G1, donc G3, c'est M1, et G2, on vient de montrer que c'est G1, pardon, c'est M2. G1, c'est la maladie numéro 2, dominante autosomale. Et bien sûr, ce qui reste, c'est la G2, elle correspond à la maladie restante, c'est M3, maladie récessive liée au chromosome sexuel X. Bien sûr, le pédigré ne permet pas de le montrer, mais c'est le choix qui reste. On peut vérifier pour maladie récessive, si on admet qu'elle est récessive, une fille malade dont le père est malade, ça se vérifie, donc elle peut être récessive liée à X. Et donc, si je fais mon choix, G1 correspond à M2, donc si G1 correspond à M2, ça veut dire on va éliminer les trois propositions A, B et E. Et il me reste à confronter C et D. Je vais passer à G2. G2 correspond à M3. Et donc, l'élimination d'elle, la proposition C. Et donc, je garde la proposition D. Et qui plus est, G3 correspond à M1. Et donc, c'est la proposition D. Et donc, la question numéro 7, proposition D. On considère la maladie de Fabry une maladie récessive liée au chromosome sexuel X dont la fréquence est égale à 1 sur 6400 sujets de sexe féminin. Donc, je vais d'abord symboliser les données de cet exercice pour visualiser l'objectif de la question. Donc, je prends maladie de Fabry récessive liée au chromosome sexuel X. Donc, je prends le fait qu'elle soit récessive et on nous donne les sujets féminins malades. Donc, je vais écrire la fréquence de la maladie dans le sexe féminin. Donc, la fréquence des femelles malades égale à 1 sur 6400. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la fréquence des sujets atteints mâles. On veut la fréquence des mâles malades. Et donc, pour aller des femelles malades vers les mâles malades, on va transformer la fréquence phénotypique que nous avons en fréquence génotypique. Donc, on va écrire la fréquence des femelles malades. Leur génotype unique est
X petit m, elles sont homozygotes récessives. Et donc, si j'utilise la loi de Hardy-Weinberg, je vais supposer que la population est en équilibre, je vais dire que c'est Q au carré. Étant donné que l'allèle dominant a une fréquence P normale, l'allèle normal, et l'allèle récessif morbide a une fréquence Q. Je suis en train de chercher la fréquence de l'allèle morbide. Donc, si les femelles malades et homozygotes récessives ont une fréquence Q carré, cela veut dire que la fréquence de l'allèle de la maladie, c'est la racine carrée de 1 sur 6400. C'est comme si j'ai écrit ici Q carré est égal à 1 sur 6400 pour voir le lien de près entre la fréquence génotypique et la fréquence phénotypique. 1 sur 6400. Et donc Q est égal à la racine carrée de 1 sur 6400. Je m'excuse là. Et donc c'est 1 sur 80. Et donc ça c'est la fréquence de l'allèle de la maladie. Comment je passe de la fréquence de l'allèle de la maladie vers les mâles malades? Je vais tout simplement écrire leur génotype. Un mâle malade a un génotype X petit m, Y. Et donc la fréquence du phénotype malade, c'est également la fréquence du génotype qui correspond à un mâle malade. Et c'est également la fréquence allélique, étant donné que le mâle n'a qu'un seul allèle, parce que les hommes, je veux dire les mâles, n'obéissent pas à la loi de Hardy-Weinberg quand il s'agit d'un gène lié au sexe. Et donc, Q est égal à F de petit m, c'est également F de X petit m, Y, c'est également F de mâle malade. Et donc, la fréquence des mâles malades, c'est 1 sur 80, d'où la proposition E. Donc, question 8, la proposition E est vraie. L'arbre ci-contre représente une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie génétique, sachant que l'individu 1 est homozygote. Alors, l'individu 1 est un homme. Quand on dit un individu homme homozygote, ça veut dire un homme avec deux allèles. Donc, puisque c'est un mâle avec deux allèles, ça veut dire que la maladie est autosomale. Autosomique, autosomale. Et maintenant, pour déterminer si elle est liée au sexe ou pas, pour déterminer est-ce qu'elle est dominante ou pas, parce qu'on vient de montrer qu'elle n'est pas liée au sexe, on va voir la femme de l'individu 1. Vous constatez que la femme, elle est malade. Avec l'individu homozygote, elle a donné des individus malades et des individus sains. Donc, elle est hétérozygote. Donc, la femme 2, elle est hétérozygote. Puisqu'elle est hétérozygote et elle est malade, hétérozygote veut dire elle a l'allèle normal et elle a l'allèle morbide. Et puisqu'elle est malade, c'est que l'allèle morbide a dominé l'allèle normal. Et donc, c'est une maladie dominante autosomale. Et donc, je vais aller vers directement. Donc, autosomale dominante. Et donc, la question 9, c'est la proposition C qui est vraie. On donne à l'aide des lettres petit a, petit b jusqu'à petit f en désordre les principales étapes de la réponse immunitaire. Bien sûr, ce ne sont pas vraiment les étapes étudiées dans le cours, mais ici, on va devoir les classer selon leur ordre chronologique. Donc, d'abord, c'est la phagocytose. Donc, c'est B, la première. D'abord, il va y avoir la fin de l'immunité non spécifique, c'est-à-dire le macrophage va faire la phagocytose pour présenter le déterminant antigénique. Donc, je vais éliminer tout de suite celle qui commence par F,
par exemple, ou celle qui commence par C. Et maintenant, je vais devoir trancher entre les deux en allant vers la deuxième étape. Donc, la phagocytose va être suivie par la présentation du déterminant antigénique au lymphocyte T4. Donc, c'est la proposition, je veux dire, c'est l'étape A. Donc, B est suivi de A. Présentation de l'antigène au lymphocyte T4. Ensuite, ça va être suivi par l'expansion, ça veut dire une fois sélectionné une T4 spécifique, elle va suivre l'amplification, donc expansion clonage des lymphocytes T4, donc B, A, C. Et déjà, je peux faire mon choix, B suivi de A, suivi de C. Je termine quand même le raisonnement. Donc après l'expansion des lymphocytes T, c'est-à-dire leur amplification, il va y avoir la sécrétion d'interleukines pour activer les T8 par exemple, parce qu'ici on va parler de T8 là. Et donc action de l'interleukine sur les T8 qui vont s'amplifier, c'est-à-dire proliférer, ensuite se différencier en TC. Et là nous avons la fixation de TC, c'est une TC, T8 sur la cellule infectée. Et bien sûr, la cytotoxicité, c'est l'action de la perforine, entre autres. Et donc, le choix, c'est 10C. 10. Donc, la question numéro 10, c'est la proposition C. La sérothérapie. Donc, je rappelle, la sérothérapie, c'est lorsqu'on injecte une personne qui est dans le besoin, c'est-à-dire une personne malade par une maladie contagieuse, c'est-à-dire causée par un antigène bien déterminé, on va lui injecter un sérum qui contient les anticorps spécifiques de cet antigène. Et donc, si on va aller procéder par élimination, est-ce que la sérothérapie, c'est de stimuler les défenses immunitaires par injection de sang? Non, pas du tout. D'ailleurs, on ne stimule pas les défenses immunitaires par la sérothérapie, parce que la sérothérapie consiste à avoir des anticorps déjà prêts, déjà synthétisés par un autre organisme. Donc A est fausse. De créer une mémoire immunitaire spécifique par injection de micro-organismes rendus inoffensifs, ça c'est la définition de la vaccination. Donc ce n'est pas vrai pour la sérothérapie. De créer une immunité immédiate par injection de globules blancs provenant d'un autre organisme. Si on injecte des globules blancs compatibles, on n'aura pas une immunité immédiate. Donc, injection d'anticorps, oui. Si on injecte des anticorps prêts, ça va donner une immunité, mais pas de globules blancs. Donc, c'est faux. De transférer une immunité immédiate par injection d'anticorps provenant d'un autre organisme, c'est parfaitement vrai. Administrer un agent antigénique dans le but de stimuler le système immunitaire à développer, donc ça aussi c'est le principe de la vaccination et qui se contredit avec la sérothérapie. Donc c'est faux. Donc la question numéro 11, la proposition qu'on va retenir c'est la D. Question numéro 12. Laquelle de ces réactions, laquelle de ces équations bilan correspond à la fermentation alcoolique? On va rappeler les produits de la fermentation alcoolique. Nous avons un bilan énergétique de 2 ATP. Nous avons 2 CO2 produits par décarboxylation du pyruvate. Et nous avons 2 éthanols produits par réduction de l'acétaldéhyde en éthanol. Donc 2 CH3, CH2, OH. Donc si on maîtrise le bilan chimique et énergétique de la fermentation alcoolique, on va pouvoir facilement trancher. Donc on va éliminer les réactions où il n'y a pas de CO2. Donc ici il y a une double erreur. Il y a d'abord l'absence de CO2 et l'énergie est faux. Ici nous avons un seul alcool avec 2 ATP avec l'absence du CO2, donc elle va être éliminée. Nous avons ici au lieu de l'alcool, nous avons l'acide lactique, donc elle sera éliminée. Il y a aussi l'absence de CO2. Et donc, on a éliminé la proposition A, la proposition C et la proposition D. Maintenant, on va voir entre les deux propositions B et E,
Quelle est la différence? Donc, les positions ont les mêmes molécules produites, mais la proposition E ne respecte pas les coefficients stéchiométriques. Ça veut dire il y a un seul éthanol, un seul CO2, une seule AP, donc elle est fausse. Et donc, c'est la proposition B qu'on va retenir. Donc, question numéro 12. La mitose. Question numéro 13. Est source de diversité? Non. La mitose est une reproduction conforme, c'est-à-dire à partir d'une cellule mère, on obtient deux cellules filles identiques à la cellule mère. Donc, ça ne peut pas être une source de diversité. C'est la méiose qui permet la diversité. Donne naissance, à 4 cellules? Non. 2 cellules filles à partir d'une cellule mère. Conserve toutes les caractéristiques du karyotype? Oui. C'est la méiose qui permet la production des gamètes. Permet de réduire le nombre de chromosomes de 2n à n? Non, elle conserve le nombre de chromosomes. Et donc, c'est la proposition qu'on va retenir. Question numéro 14. Tout d'abord, je vais ajouter ce qui manque au document. Ici, c'est la figure M. Ici, c'est la figure O. Ensuite, on va procéder à la lecture des données pour terminer la réponse. On propose les figures M, N, O, P. Donc, N, O et P. Donc, ce sont 3 figures de méiose. Étape de formation des gamètes chez un animal. La figure M correspond. Donc, on va nous demander. Nous avons l'alignement des tétrades à l'équateur de la cellule. Nous avons une seule plaque équatoriale. Donc, c'est une métaphase 1. Ici, nous avons formation des bivalents, formation des tétrades, par appariement des chromosomes homologues au niveau de l'ure O. Donc, ça, c'est une prophase. Et en plus, ici, j'ai seulement 2 lots, alors que ici, j'ai 4 lots. Et donc, je vais pouvoir dire que la figure N est une anaphase 1, alors que la figure P, c'est une anaphase